Salut YouTube. On va regarder une petite vidéo de Bégodeau. Bégodeau, il est en train de faire le buzz en ce moment parce qu'en fait, il serait raciste. On a découvert que Bégodeau est un gros racelard. Et c'est un gros racelard. Moi, je le connais un peu personnellement et c'est vraiment un gros raciste. François, moi, je l'appelle Franfran. Comme ça, parce qu'on est intime, on est proches, on a partagé une couche ensemble. Et donc, François est un gros raciste. J'ai vu des extraits qui ont tourné sur Twitter, qui étaient partagés par F2 Souche. Non, moi, je boycotte F2 Souche, donc j'ai pas regardé l'extrait. Si, bien sûr, j'ai regardé l'extrait. Mais en gros, de l'extrait que j'ai vu, ça parlait de l'équipe de France. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas par rapport à son livre, en fait ? Parce que le problème, c'est qu'il y a les gens, j'ai l'impression qu'ils lisent plus. J'ai vu 10 secondes de l'extrait, je me dis oui, mais en fait, il revient sur ce qu'il dit dans son livre Psychologie. Je rappelle parce qu'il a sorti un livre il n'y a pas très longtemps aux éditions Amsterdam, qui est plutôt cool. On va aux éditions Amsterdam, donc très vite, le propos du livre, l'agacement suscité par les enfants bruyants, la jalousie envers un écrivain plus célèbre que soi, la joie de se dire pas sur les réseaux, la fierté à aider une femme à monter sa poussette dans les escaliers, la haine à l'égard d'un caissier de supermarché, mais aussi la trajectoire d'une essayiste médiatique, la mauvaise conscience des bourgeois de gauche, la question de savoir ce qui fait tenir les exploités au travail ou pourquoi il arrive que l'on pense, que l'on agisse ou que l'on vote contre ses intérêts. À partir de situations vécues, observées ou fictives, François Bégodeau dissèque avec humour les affects de la société bourgeoise, non dans le but de salir ou de ridiculiser, ni pour en tirer des grandes leçons sur l'humanité, mais pour tenter de saisir les idées obscures qui nous traversent, les ressorts parfois inavouables de nos actions, tout ce qui, échappant à notre contrôle, constitue notre part collective. L'écrivain se soumet au même examen féroce que ceux qui l'observent, ni meilleur ni pire. Il est lui aussi un matériau social. Et donc moi j'ai bien aimé le livre parce que c'est vraiment ça visite les affects un peu sombres, les affects un peu tristes, notre part d'ombre dans notre psychologie, notre inconscient un peu raciste, les premières réflexions qu'on peut se faire un peu sexistes. Donc c'est plutôt un livre sympa qui vient dire bon, calmez-vous, on est tous un peu des salauds en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment ça se fait qu'on est tous un peu des salauds ? D'où ça vient ? Et qu'est-ce qu'on fait de cette saloperie qu'on a tous un peu en nous ? Et moi, j'aime bien cette part-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose que Bégodeau aime bien aller explorer, gratter. Et moi, j'aime bien. Allez, bon, on va regarder la vidéo. Là, il y a un extrait qui est publié à gauche, qui a pris un extrait parce que Bégodeau a été interviewé par Mizan TV. Alors, petit avis sur Mizan TV. J'aime beaucoup Mizan TV. Il y a plein d'interviews sur la question de l'islam. C'est très bien. Voilà. Sur la question de l'islam, ils invitent plein d'intellectuels. C'est super intéressant. Et qui parfois ont des visions un peu, on va dire, je ne vais pas dire réformistes parce que ça va être mal vu, mais qui ont vraiment une vision un peu plus moderne de l'islam que je trouve très intéressant. Mais pas seulement, ils ne sont pas seulement sur le truc moderne, mais ils ont beaucoup invité Bajrafil. Il y a Omar Merzouk que j'aime beaucoup. Il y a qui que j'ai écouté ? Il y en a plusieurs que j'ai écouté que j'ai bien aimé. Il y a Youssef aussi qui vient. Moi, il y a plein de trucs que j'aime bien sur l'islam. Par contre, sur la politique, le problème, c'est qu'ils invitent tout et n'importe quoi. Genre lui, là. Est-ce que vraiment, il faut inviter Youssef Indy, notamment pour parler du judéo-christianisme, sachant que Youssef Indy, c'est pas seulement un confus. C'est quelqu'un qui traîne dans la sphère soralienne. Les États-Unis sont le porte-avions d'Israël. Voilà. Et ça, moi, c'est le gros problème que j'ai avec Youssef Indy, qui est une lecture un peu antisémite des relations Israël-États-Unis et qui inverse un petit peu. Parce que notre lecture, c'est les États-Unis, c'est le grand Satan, Israël, c'est le petit Satan. Israël dépend des États-Unis et eux, ils ont un peu la tendance à inverser les choses, à faire comme si, en fait, c'était les États-Unis qui étaient à la botte d'Israël. Je suis en mode, oui, bon, ouais, non. Et ça va très vite dans le truc, en fait, les Juifs contrôlent. Voilà, moi, je déteste cette lecture-là qui veut inverser le rapport de force entre les États-Unis et Israël. Et ils ont invité Bégodeau. Il y a 1h30 d'interview. Et on va regarder un extrait de 9 minutes qui a été mis sur la chaîne à gauche. Allez, on y va. Cet entretien, François Bégodeau, en ayant une pensée pour les Blancs, c'est le titre d'un de vos textes. Vous écrivez avec beaucoup... c'est un passage très drôle et très cruel aussi, je trouve. Vous écrivez, je cite, « Par le fait des migrations multipolaires, consécutives au chaos causé par leur brutalité. » Oui, l'entretien Zoom, oui, non, mais après, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir un plateau. Après, ils ont un plateau, Mizan TV, mais peut-être qu'il est loin le plateau et Bégodeau avait la flemme, mais moi, les entretiens Zoom,
Ah, ça. Surtout que Bégodeau, il a le talent pour avoir une caméra, une webcam toute pourrie, quoi. Genre, François, ne me fais pas croire que tu n'as pas les moyens d'acheter une vraie caméra. Arrête. C'est quoi? Faut qu'on fasse une cagnotte pour toi? C'est pas possible, ça. Le gars, il vit de ses livres, il en vend plein, plein, plein. Et d'ailleurs, Bégodeau, si tu veux nous faire un petit don à Zawan, tu vois, tu as le lien Tipeee en bas, là, dans la description et tout. N'hésite pas à nous faire un petit don, ça nous fait plaisir. Et tu sais qu'on a été sympa avec toi. Les Blancs vont disparaître, et je ne les pleurerai pas. Je dirai bon débarras, mais aussi dommage. Ils n'auront pas fait que des conneries, les Blancs. Ils avaient quand même une façon à eux d'occuper la vie, et Ah, ça, oui, ça c'est vrai que les Blancs, ils ont une bonne façon à eux d'occuper l'espace. Pas seulement la vie, mais vraiment l'espace. Voilà. accessoirement d'occuper la... T'es vraiment en train de t'énerver sur la cam de Bégodeau, mais les gens, c'est quoi? Il y a des colères saines et des colères pas saines. Ma colère à l'écart de la webcam pourrie de Bégodeau, elle est saine en fait. Si t'es pas content, Warner March, tu te casses en fait. Le oui-oui, tu l'aimes ou tu le quittes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En fait, je voulais le terminer car elle reprend des textes de Ouria, mais sans la critique des structures. Mais ceux qui le critiquent font encore plus de performatifs blancs déconstruits. C'est quoi qui reprend les textes de... C'est quoi que tu visais spécifiquement? la planète. Dommage, oui, comme à peu près toute disparition. Dommage la disparition des pièces de monnaie. Dommage des communautés villageoises. Après, la lecture ne rend pas hommage au livre, quoi. Je veux dire, elle est un peu molle, la lecture. Mais moi, après, ça dépend parce que nous, on n'est pas pour la disparition. En fait, on est pour la disparition des Blancs, mais pas pour la disparition des Blancs. Je m'explique. On est pour la disparition de cette putain de catégorie de Blancs. Mais la condition sine qua non à la disparition de cette catégorie de Blancs, c'est la disparition aussi de la catégorie arabe, de la catégorie noire, de la catégorie juive, de la catégorie, de toutes les catégories raciales. Nous, c'est ça ce qu'on souhaite dans la disparition des Blancs. C'est pas seulement les Blancs. On veut aussi que les Arabes disparaissent, les Noirs disparaissent, qu'il n'y ait plus cette vision raciale de la société, de penser les gens selon des catégories raciales, mais qu'il y ait des personnes à la couleur blanche qui existent, je m'en bats les couilles. Il faut vraiment qu'ils se mettent ça en tête. Je m'en bats les couilles qu'il y ait des personnes à la pigmentation blanche qui existent. Je m'en fous, comme à la pigmentation noire. Tant mieux. Il faut une diversité dans le monde et je pense qu'il y aura toujours des gens différents. Et puis voilà, quoi. On s'en fout, quoi. Le vrai universalisme, un peu exactement. Dommage tel dialecte, tel patois. Dommage le foot hollandais. Mon pincement au cœur devant l'effectif tricolore à dominante noire est tout simplement nostalgique. Une pensée pour les Blancs, une dernière pensée pour les faces de craie avant extinction de l'espèce. C'est marrant. C'est quand même marrant. Je veux dire, là. Moi, ce qui m'hallucine, c'est que les gens prennent ça vraiment ultra au premier degré. Alors que c'est dans le livre, c'est dans ce livre, les gens. C'est tiré du livre de Bégodeau. Et en fait, dans ce livre, il revient sur la sélection de l'équipe de France et le fait qu'il y a quasiment plus de blancs dans l'équipe de France. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui vraiment énerve les fachos. Hein. Il n'y a plus de blancs en équipe de France. Merci beaucoup, la nuit du dimanche. Merci. D'ailleurs, je voudrais pointer une petite contradiction vis-à-vis de l'équipe de France et le fait qu'il y ait en majorité maintenant des personnes non blanches et surtout des personnes noires. Moi, il y a quelque chose qui m'hallucine parce que c'est les fachos qui s'indignent de ça, mais c'est en même temps ces mêmes fachos qui nous parlent de la méritocratie et qu'en fait, c'est les meilleurs qui gagnent. Or, s'il y a bien un endroit où la méritocratie telle qu'elle est fantasmée par les fachos est effectivement appliquée, c'est dans le monde du sport, dans le monde du football. En fait, il y a une logique très simple dans le foot, t'es meilleur, t'es sélectionné. Et donc, en fait, et c'est pas que... Et il y a des raisons, hein, il y a des raisons pour lesquelles en équipe de France, ce sont principalement des joueurs noirs. Et c'est pas lié à la biologie. C'est pas parce qu'ils sont biologiquement noirs qu'ils sont meilleurs que les blancs. Mais déjà, partons du principe que en équipe de France, jouent les meilleurs. C'est la méritocratie, l'équipe de France. Dans 90% des cas, il y a toujours des petites situations où tu es en mode « Ah, lui, il aurait dû être sélectionné, mais il embrouille avec le coach. Hein » On se rappelle de la situation Benzema et Didier Deschamps. Mais s'il y a bien un endroit où la méritocratie est appliquée, c'est dans le sport et surtout dans le foot. Les meilleurs jouent. Si les meilleurs joueurs français sont principalement noirs, eh ben c'est pas grave, c'est les meilleurs qui jouent. Il y a bien une situation où ce sera les meilleurs joueurs français seront blancs. Ben voilà, c'est juste les meilleurs qui jouent. Et vraiment, c'est comme ça qu'il pense Didier Deschamps et je pense que c'est comme ça que pense la majorité des sélectionneurs. T'es meilleur, tu joues. D'ailleurs, il y a la même situation aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'équipe l'équipe nationale du Pays-Bas, elle est extrêmement métissée. Donc, ok, voilà.
Donc les droitards, il faut que vous acceptiez ce fait que les meilleurs jouent en équipe de France et qu'en équipe de France, il y a la méritocratie qui est appliquée. Surtout qu'on parle de gens qui viennent souvent de quartiers populaires. On parle de gens qui n'ont pas bénéficié de privilèges pour accéder à cette place. Hein. L'équipe de France, c'est la méritocratie telle qu'elle devrait être vraiment appliquée. Si vraiment elle existait, bah, ça donnerait l'équipe de France, tu vois. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs parce qu'ils sont noirs. En fait, il y a plein de raisons structurelles, sociologiques qui expliquent que les joueurs, l'équipe de France est aujourd'hui composée à majorité de Noirs et d'Arabes. Je pense que c'est issu, il faudrait faire des études sur est-ce qu'il y a qui va le plus dans le football, qui s'inscrit le plus dans le football. Et je pense que c'est davantage les garçons de quartier populaire et les garçons noirs et arabes qui vont s'inscrire dans le foot. Et tendanciellement, il y a d'autres catégories et dans d'autres régions de France où on va préférer d'autres sports. Et notamment, il y a aussi une sorte de racisme où le foot est vu comme quelque chose de trop racaille, hein, de trop quartier. Et donc, on va éviter de mettre son enfant dans le foot et on va lui dire « Ah, tu veux pas faire plutôt du tennis? Tu veux pas faire plutôt du rugby ?» Moi, j'ai l'impression que les classes populaires blanches, surtout dans le sud-ouest, plutôt que d'aller faire du foot, vont aller faire du rugby. Donc, il y a des raisons sociales qui expliquent qu'il y a une surreprésentation des Noirs et des Arabes dans le monde du foot. Et il y a aussi le fait que les centres de formation vont beaucoup puiser dans les quartiers parce qu'il y a l'idée que c'est là qu'il y a les nouvelles pépites du foot, c'est là qu'il y a les talents. Et bon, bah, après, il y a aussi le fait que les jeunes dans le quartier vont aller plus rapidement dans le foot et qu'il y a de meilleures structures qui vont encadrer ces jeunes-là, tu vois. Donc, il y a et il y a aussi une représentation raciste des sélectionneurs, des formateurs. Et il y a l'idée aussi que pour jouer au foot, il faut des joueurs physiques et que les joueurs noirs sont plus physiques, que les joueurs arabes sont plus techniques. Et donc, il y a des choses aussi qui vont se jouer là-dedans sur la sélection des joueurs. Bref, il y a 150 explications qui pourraient nous permettre de comprendre pourquoi l'équipe de France aujourd'hui est à majorité composée de non-blancs et en particulier de noirs, mais à aucun moment, l'explication valable, c'est « Ah, c'est des noirs, donc ils sont forts au foot. » Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Oui, tu préchotes Bégodeau. C'est là où il a dérapé. On va voir, on va voir. Bref, voilà. Voilà juste sur la méritocratie et le fait que l'équipe de France est composée à majorité de noirs et d'arabes. Et après, je suis désolé, mais c'est à partir de la France black, blanc, beurre que la France a eu des Coupes du Monde. On en a eu 2 même. Et on a été en finale de la dernière. Voilà, je voulais juste dire ça, hein, au cas où. Voilà. Fin de citation. Alors, François Bégodeau, est-ce qu'il faut vous lire au premier degré ou au deuxième, voire même au troisième degré dans ce passage? Il va dire au premier degré parce qu'il aime trop faire chier les gens. J'en suis persuadé. Merci Christophe et merci Saucisse du Bosphore. Je pense que il se trouve que ce passage-là et quelques autres lignes ont eu un destin un peu pénible pour moi, dans la mesure où ils ont été extraits de leur contexte. Moi, je suis d'accord. Le problème, là, c'est que les gens retiennent que ce passage où il parle de l'équipe de France, de la composition et tout, et qu'ils oublient d'où ça vient. Ça vient d'un putain de livre où il explore toutes nos façons, mais sur tous les sujets. Et même dans ce livre, la question du racisme, elle est minoritaire. Il y a des passages sur les enfants, il y a des passages sur la littérature, il y a des passages sur la concurrence, il y a des passages sur le sexisme, il y a des passages sur l'homophobie. Je veux dire, le racisme n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Et quand tu sors quand tu extrais ce passage de tout le contexte du livre où justement il va aller farfouiller nos petits affects un peu tristes, un peu négatifs, un peu racistes, un peu sexistes, etc., un peu réactionnaires, bah oui, ça passe mal, oui, mais c'est le problème d'extraire une chose de son contexte. Lu par un pseudo-philosophe d'extrême droite qui les a fait circuler. C'est qui ce philosophe-là d'extrême droite qui a fait circuler ça? J'étais pas au courant, ça. Il parle de F de Souche, non? Il parle de quoi, là? Non, F de Souche, ils ont partagé cet extrait, donc je ne sais pas de quoi il parle. Ça m'a valu beaucoup d'insultes, beaucoup d'énervement de la part des droitards, bien sûr, qui voyaient simplement dans ce que je disais, c'est les blancs vont disparaître. Alors, déjà, ça les rend dingues. Et deuxièmement, je suis hyper content qu'ils disparaissent. Bon. Donc, en fait, il ne faut pas me lire au deuxième degré, au troisième degré, au quatrième degré, au huitième. Il faut me lire. Moi, je suis d'accord, parce que tu lis le livre. Déjà, il y a un petit côté humoristique, il y a un petit côté. Mais moi, ça, c'est la critique
que François n'aime pas, enfin la critique, c'est même pas une critique. Pour moi, c'est un compliment à l'égard de François Bégodeau, c'est qu'il a vraiment l'attitude d'un dandy. Et je me rappelle qu'il était vexé quand j'avais dit que c'était un dandy, mais j'adore les dandys, moi. Je trouve ça trop classe, les dandys. J'aime bien son côté dandy, son côté provoque, son côté ouais, il y a la disparition des blancs, ça va me rendre un peu triste, mais voilà, je m'en fous. Et en fait, ça choque un peu les deux. Ça choque les antiracistes en mode attends, t'es choqué que les blancs disparaissent, allô, t'es au courant de ce qu'ont fait les blancs en fait, et ça choque les donc là ça choque les pipus racistes et ça choque les fachos en mode t'es content que il y a les blancs qui disparaissent et ça te fait que ça comme émotion en fait. Ah, moi j'adore quand il a moi j'adore le délire de petit con qui a envie d'emmerder les gens, quoi. Je trouve qu'il a un peu une attitude un peu Charlie Hebdo parfois, j'aime bien. Moi j'ai l'impression que de plus en plus aussi il interroge ses affects blancs. Moi je me rappelle l'interview qu'on avait fait, l'émission qu'on avait fait sur l'école avec lui, sur PDH, où il y avait aussi Dany, et il parlait notamment de... Est-ce qu'il n'avait pas été un petit peu raciste lui aussi, comme tous les profs, à catégoriser les élèves selon leur appartenance raciale, etc. Donc j'ai l'impression que petit à petit, non, il se pose des questions. Bon. Moi, c'est ça que j'aime bien chez François, c'est qu'il y a ce côté un peu retour critique. Alors je sais que parfois ça lui fait mal un peu d'être piqué comme ça, mais comme tout le monde, on a toujours son ego dans lequel... Ah, mais moi j'aime bien, et j'aime bien le côté, il aime le débat, il aime discuter, il aime aller sur les... il aime aller explorer les sujets un peu sensibles. Il faut me lire. Et je veux dire, tous les mots, ils sont... Et j'adore, je suis désolé, il a un côté très égocentrique parfois. Il a quand même il s'aime un petit peu, mais j'aime ça. Parfois, je lis ses livres et je suis en mode, ah ouais, tu te kiffes quand même, mais j'aime bien. Voilà, il a un côté égocentrique qui me plaît. Je trouve qu'il est, il est bon dans son égocentrisme. Il a un égocentrisme de qualité. Voilà, j'aime bien. Il sait se la péter, je trouve. Il faut me le lire. Moi, je suis fan. Degré, au troisième degré, au quatrième degré, au huitième, il faut me lire. Et je veux dire, tous les mots, ils sont. Et ce que j'essaie de rendre compte, ce dont j'essaie de rendre... J'ai pas encore regardé, Duckman, j'ai pas encore regardé le débat de Bégodeau et de Ouria, j'avoue. Je regarde très peu de vidéos. Il faut me lire. Et je veux dire, tous les mots, ils sont. Et ce que j'essaie de rendre compte, ce dont j'essaie de rendre compte dans ce texte, comme d'habitude, le plus honnêtement du monde, et là c'est plutôt de l'auto-analyse, c'est de disséquer un affect. Et je pars de quoi? Je pars du fait que je vois la composition de l'équipe de France un soir de France-Espagne à l'Euro 2024. Bon, il se trouve que ce soir-là, j'étais pour l'Espagne parce que je suis un fan de l'équipe d'Espagne. Mais Ah, waouh, quoi? Attends, quoi? Il est pour l'Espagne? Attends, il y a France-Espagne, où en plus... Bon, déjà, parce que en plus, je t'ai déjà vu écrire, Bégodeau, je t'ai déjà lu, où tu disais que, mais pas sur ce livre, mais un autre. Et, alors, je sais pas si c'était dans un écrit ou dans une interview, mais tu parlais du foot et tu disais qu'en gros, c'était le seul moment où tu t'accordais une sorte de chauvinisme. Tu sais, une sorte de chauvinisme en mode, allez, là, je vais être pour la France parce que je suis français. Il y a le côté un peu sympathique, marrant du chauvinisme. On est plus fort parce qu'on est les Français. On va battre les Anglais, on va battre ci, on va battre ça. Et mais que ton chauvinisme se limitait à ça, se limitait au match et après, c'est terminé. Et moi, j'étais totalement d'accord avec toi. Mais genre, là, bizarrement, maintenant, tu es pour l'Espagne. Et bizarrement, dans l'équipe de France, il y a plus de noirs. C'est bon, je vais te traiter de raciste, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Et viens pas... Oui, les stats du foot. Non, tu peux pas avoir un propos en mode... Il y a un seul endroit où je m'autorise du chauvinisme, c'est sur le foot, et je vais être pour l'équipe de France. Et là, d'un coup, ton excuse, c'est... Ah non, mais l'Espagne pratique du beau football. Frère, ça fait 15 ans que la France, c'est dégueulasse à voir, et t'as quand même été pour la France, quoi. C'est bon. Non, non, je n'accepte pas ça. Tu es pour la France, et puis c'est tout. peu importe, j'ai quand même toujours un peu de tendresse pour l'équipe de France. Ça m'intéresse. Bah voilà, il a un peu de tendresse, voilà. Reste toujours un peu ce que fait l'équipe de France. Et là, je vois que l'effectif est quand même très, très... Enfin, il y a 10 noirs sur 11, quoi. Ce qui est une tendance. C'est généralement ça. Généralement, il y a Hernandez. À l'époque, il y avait Loris. Il y a Rabiot. Voilà, généralement, on met un petit blanc au cas où. Il y avait Griezmann aussi à l'époque, mais on est bien à 8-9 noirs. Après, moi, mon vrai scandale, les gens, le vrai scandale qui n'est pas discuté dans l'équipe de France, c'est pas qu'il y ait beaucoup de noirs. Ça, moi, je m'en fous. C'est qu'il n'y ait plus d'arabes. Et je suis non. Non, 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 non. C'est ça le vrai racisme. C'est qu'on n'a plus d'arabes en équipe de France. Maintenant, c'est qui l'arabe? C'est Akliouche. Ça va, on fait pire comme rebeu, quoi. Je trouve que c'est le plus blanc des rebeux, Akliouche. Et j'adore. Oui, il y a Cherki.
Il y a Cherki, c'est bon, Cherki il va s'imposer. Mais c'est bon, oui, faites mieux. Bah oui, on doit faire mieux. Hein. On doit faire mieux. Mais il y a une époque où ils ont été quand même boycottés, les rebeux de l'équipe de France. Hein. Benzema, on t'oublie pas. Lourde dans le football français Merci beaucoup, Gouzi Goulag, et merci Raxirax. Merci beaucoup, les gens, pour les abonnements. depuis quelques décennies. Et je vois que ça me gêne. Et donc voilà, c'est tout. C'est toujours très honnête de constater en soi-même des embarras inattendus. Inattendus devant. Venant d'un mec comme moi, je veux dire, parce que quand on me connaît un peu, je suis pas spécifiquement raciste, je suis pas très très porté sur la fierté identitaire. Que la France soit blanche et purement blanche, ça a plutôt tendance à m'effrayer que le contraire comme perspective. Bon, mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai un petit pincement et j'essaie d'analyser ce pincement. Et Bah, les gens, pour l'instant, moi, je suis pas choqué par ce qu'il dit parce qu'il en parle exactement comme ça dans son livre. Les gens, il en parle dans son livre, il dit exactement pareil. Il dit, putain, pendant un petit moment, je regarde ça et ça me dérange de voir l'équipe de France avec 10 noirs plutôt que, bah, on est quand même l'équipe de France, quoi. Mais là où ça change dans son livre, il dit, mais ça, c'est un réflexe raciste que j'ai dès le départ. Mais là où ça me distingue des autres racistes, c'est qu'au bout de quelques secondes, je me dis que c'est une réflexion de con, quoi. Voilà, j'ai eu une réflexion de con pendant quelques secondes. Et je suis d'accord avec lui. Allez lire son livre, putain, il le dit déjà, il l'explique très bien. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut arrêter de faire croire qu'être antiraciste, c'est être préservé de toute pensée mauvaise, de toute pensée raciste. Ce n'est pas vrai. Mais on l'a déjà dit plein de fois. Les gens qui prétendent n'avoir jamais, absolument jamais, de pensée instinctive comme ça, réactionnaire, conservatrice, raciste, sexiste, homophobe, vous êtes des putains de menteurs. Et je doute de vous. Je me méfie de vous. C'est pas vrai. Être antiraciste, c'est pas être préservé de tout, même inconscient raciste. Ce n'est pas possible. On vit dans une société profondément raciste. On est baigné dans les discours racistes. Si vous pensez être préservé de la moindre micro-pensée raciste, vous êtes un putain de menteur. Être antiraciste, c'est se dire, oula, faut que je fasse attention à mes affects parfois. Faut que je fasse attention à mes idées préconçues. Faut que je fasse attention à mes idées comme ça instinctives. Voilà, parce qu'elles sont mues en fait par la société dans laquelle je vis, et qui est profondément raciste, réactionnaire. C'est bon, mais regarde la vidéo. Oui, mais les gens, je regarde la vidéo, mais j'ai lu le livre aussi. Voilà, parce que Bégodeau, il dit, lisez-moi, je l'ai lu. Je viens défendre aussi son point de vue en mode, allez le lire au lieu de faire des scandales sur des micro-phrases. Là, ça m'énerve, là. Ah putain, il faut que je fasse attention à mon bon sens, exactement. je finis au bout de 6 ou 7 pages, je crois. J'en passe par beaucoup d'arguments qu'il faudrait lire en entier avant de juger le texte, pour dire, en fait, c'est la nostalgie. Et je pense que du coup, les droitards, ils devraient être contents d'entendre un gauchiste comme moi dire, mais finalement, c'est vrai que c'était pas nul notre culture, c'était pas que, il n'y a pas que à se flageller d'avoir été les puissances impériales particulièrement barbares et pilleuses pendant 5 siècles. Mais ça, en plus, moi, je comprends les gens. Moi, je veux dire, les gens, moi, je regarde parfois des vidéos de Maïté. En fait, parfois, tu as de la nostalgie pour des choses que tu n'as pas vécues. Et je trouve ça humain. Tu sais, il y a un côté un peu. À l'époque, quand même, les choses étaient simples. Hein. Mais je pense que c'est lié à plein de trucs. C'est lié aussi à un état du monde qui nous dégoûte, à une dépression, à notre rapport au travail, à des choses, à un monde qu'on a l'impression qui change vite, qui nous échappe. Et parfois, moi, je regarde des vidéos de Maïté, je me dis, ah putain, ça, c'était la bonne époque. Je regarde des vidéos de 1950, tu sais, de Lina, et tu te dis, ah, putain, c'était cool à l'époque, je crois. Mais on est dans un fantasme, en fait. Et on n'aurait pas supporté. Surtout que là, on est totalement hypocrite. C'est que effectivement, il y a des choses qui nous dégoûtent dans le monde actuel, mais on pourrait plus passer des technologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1950, dans une grande partie de la France, on faisait pipi dehors, hein, parce qu'il n'y avait pas des WC dans chaque maison, accès à l'eau et tout. On se caillait, on se gelait, on ne pourrait pas le supporter. Mais on a quand même un petit côté nostalgique. Ah ouais, parce qu'on a un fantasme du passé. Ah, tout était plus simple dans le passé. C'est pas vrai. Mais parfois, ça te fait plaisir. Tu sais. Mais même, tu as l'impression que la bouffe était meilleure aussi. Tu vois. Tout ce truc de gras et tout. Ah, putain. Et en même temps, ça nous manquerait le kebab, quoi. Au bout d'une semaine, ça me manquerait un bon putain de kebab. Voilà. L'enfer des toilettes de l'extérieur, ça me glace le sang. Ben oui.
Mais ouais, ça fait quand même plaisir, cette petite nostalgie sur des choses qu'on n'a pas vécues. Tu vois. Moi, j'ai un côté un petit peu chauvin. Ça va faire. Et ça va. Les fachos vont pas comprendre. Ils vont dire, mais toi, t'es chauvin, toi, retourne dans ton bled, le bédouin. Non, mais comme ça, l'image de la France, l'image d'Épinal de la France, moi-même, ça m'a conquis. On a construit un mythe qui est totalement un mythe qui moi-même m'a séduit. Et parfois, j'ai même pas envie de réfléchir à c'est un mythe. Je me dis, ah, quand même. Hein. Oui, le chauvin. Non, mais voilà, je veux dire du bœuf bourguignon. Bon, après, ma mère, elle faisait du bœuf bourguignon. Mais je vois le bœuf bourguignon de la campagne et tout. Je me dis, ah, j'aimerais bien les bonnes pommes de terre, là, comme ça, de campagne, de manger ça, là, bien au chaud dans un truc, même boire du vin, quoi. Frère, ça me donne envie. Cette France des années 50. Mais je pense que j'aimerais pas et que j'ai fantasmé ça. Et encore un peu maintenant dans certains points de. Non, non, non. Donc c'est pas de la haine, c'est pas de la haine de soi Non, pas quand du vous tout, au écrivez contraire, ça, parce parce que que je c'est dis ce que que. c'est ce que peut-être vous ont dit d'ailleurs, je sais pas, mais c'est peut-être ce que le reproche que certains pourraient vous faire en se disant mais quand même il y va fort, bon débarras, ils disparaîtront. Non, mais déjà, les blancs vont disparaître. Quel blanc? C'est quoi? Les gens à une pigmentation très blanche dans quelques années vont disparaître. En fait, il faut aussi, il y a l'excellent livre là, qui a été édité aux éditions La Fabrique, La France éternelle, une enquête archéologique de Desmoules. Arrêtez de croire, je veux dire, vous n'êtes plus, les Français de 2025 ne sont pas les Français de 1950. Il faut que vous fassiez ce deuil-là. Vous n'êtes pas les Français d'il y a 100 ans. Vous n'êtes pas les mêmes. Et même, il y a 200 ans, n'en parlons pas. Les gens, il y a 200 ans, genre en 89, en 1789, seulement 10% de la population française, et encore, il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire français à l'époque, mais seulement 10% de cette population du Royaume de France parlait français. Vous arrivez, vous là, les Français de maintenant, là, les fachos patriotes, le drapeau français, rien que le drapeau français, ça n'a pas de sens. Vous allez dans la France d'il y a 300 ans, ce drapeau français n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Donc vous, là, les Français, vous arrivez dans la France d'il y a 300 ans, vous êtes un total étranger. Les gens ne vous comprendront pas. Vous n'aurez pas les mêmes références, les mêmes discussions, les mêmes valeurs, les mêmes rythmes de vie. Vous aurez... ça va vous choquer, hein. Vous avez plus de liens. Vous avez 1000 fois plus de liens avec une femme voilée française de 2025 qu'avec un Français de 1850. Voilà. Et alors, un Français de 1700, vous êtes un extraterrestre pour lui. Il faut que vous fassiez ce deuil. Voilà. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Twitch gauchiste, tiens, coupe ça. Hein. Coupe ce passage, s'il te plaît, mets-le sur ta page. La dernière fois, tu m'as bien écouté. Donc voilà, n'hésite pas. Hein. Mais je le répète, vous avez plus de rapports en commun avec une musulmane française voilée de 2025 qu'avec un Français de 1800. Un Français perdu, un paysan français perdu dans la Corrèze de 1800, veut dire c'est un autre monde. Vous vous rendez pas compte en fait, vous êtes des fous. Et alors là, il y a 500 ans, on n'en parle pas, il y a 1000 ans, ça n'a pas de sens. Là, on est dans d'autres... vraiment, c'est comme si on allait sur Mars. C'est une autre civilisation, si vous voulez. Allez lire le livre de Jean-Paul Desmoules, je crois que c'est Jean-Paul, hein. Mais archéologie, la France éternelle, une archéologie, une étude archéologique, c'est excellent parce que ça te montre que vous êtes dans des fantasmes. Qu'est-ce que ça veut dire français? Je veux dire, vraiment, l'État-nation français, faut vous le rappeler, il n'a à peine 200 ans. Ça fait que 200 ans qu'on pourrait parler de l'État-nation français, de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et même dans ces 200 ans-là, la population française a extrêmement changé. Et je ne vous parle même pas de l'immigration, je vous parle même de la population française en elle-même. Elle a extrêmement changé dans ses valeurs, dans sa manière d'être, dans ses pensées, dans son français. Mais vous prenez le français d'il y a 400 ans, vous ne le comprenez pas. Faut que vous fassiez ce deuil-là, en fait. La France va changer. Et il y a aussi un truc, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé, hein. Ça va peut-être vous faire un haut le cœur. Un jour, la France va disparaître. Voilà. C'est la vie. Je peux vous le promettre. Hein. Ça, c'est un truc que je vous le promets. Je vous promets qu'un jour, la France va disparaître. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. C'est l'histoire de la vie. Mais la France, c'est l'histoire même de la civilisation humaine avec l'agriculture, c'est quoi? C'est 15 000 ans? Non, ça fait combien de temps qu'on est dans l'agriculture? Il y a 14 000 ans, voilà. Il y a 14 000 ans l'agriculture. Donc, rendez-vous compte. Il y a 14 000 ans, on a commencé
petit à petit à se sédentariser. Attention, hein, c'est pas il y a eu l'agriculture, on s'est tout de suite sédentarisé, hein. Il y a eu des mouvements de va-et-vient, il y a des gens qui ont abandonné l'agriculture, il y a eu des mélanges de sédentarisation pendant des moments et après on abandonne la sédentarisation pendant 6 mois, on est sédentaire, pendant 6 mois on bouge. Allez lire le livre de Graeber et l'autre, j'ai oublié son nom, mais Au commencement était. Voilà, elle est riche l'histoire, elle est extrêmement riche. Donc imaginez-vous, on a commencé l'agriculture il y a 14 000 ans, donc on a commencé un petit processus de sédentarisation et dites-vous que la France là-dedans c'est 200 ans. C'est rien. C'est rien. La France va disparaître. Mais, et vous allez dire, oui, ça l'Algérie va disparaître, les États-Unis vont disparaître, toutes ces choses qu'on a là aujourd'hui, ça va disparaître. Alhamdoulilah, il n'y a que Allah qui ne disparaît pas. Merci Satcherello pour l'abonnement. Et heureusement, en fait, c'est l'histoire humaine. C'est l'histoire humaine. Graeber et Wengro, merci beaucoup. Merci, Mister Whisker. Merci. Bah, la Terre aussi va disparaître un jour. Bon débarras et dommage. Bah, moi, j'essaie d'écrire très précis. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'essaie vraiment d'écrire très précisément ou en pesant tous mes mots. Le problème, c'est quand après, ça circule sur Internet, alors c'est une boucherie. Là. C'est n'importe quoi, n'importe qui s'en empare Puis après, du coup, ça me vaut quand même pas mal d'insultes, voire même des choses un peu plus violentes par moment. Et par exemple, là, il dit ça va disparaître et dommage, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire dommage, parce qu'il y a aussi de comment ça disparaît, comment. Toi, par exemple, les natifs américains qui ont quasiment disparu, les aborigènes qui ont quasiment disparu. Moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est la manière dont ils ont totalement disparu. Enfin, c'est la manière dont ils ont disparu. C'est-à-dire que moi, de toute façon, les aborigènes aussi auraient disparu au fil des années, au fil du temps. Les natifs américains aussi auraient disparu. Comme les Gaulois ont disparu, comme les Wisigoths ont disparu. Mais ils ont disparu. Alors, le problème, c'est de disparaître par la violence et par une violence extrême. Les aborigènes, ils ont disparu dans un laps très, très court avec une violence extrêmement déchaîné de la part des Européens. C'est ça qui est dramatique là-dedans. Mais en fait, tout disparaît. Mais aussi, cette vision de la disparition, il faut la questionner. C'est que ça ne disparaît pas totalement. Il reste des choses en nous de Gaulois, il reste des choses en nous de Wisigoths, il reste des choses en nous, même en France, de Bédouins même. Hein. Ça va vous choquer. Mais voilà, c'est veut dire... Salut Cassandre. Tout se transforme. Ça ne disparaît pas totalement, ça se transforme. Et alhamdoulilah, c'est l'histoire de la vie. Voilà. Et que, prenons les Blancs, ou même les Arabes, petit à petit disparaissent au profit d'autres choses, qui est le produit de tous ces mélanges, bah tant mieux, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, bon débarras, dommage. Bon débarras, dommage. Parce que j'ai un rapport dialectique et ambivalent à la culture occidentale, si jamais ça a un sens. Tout ça, c'est une rêverie. C'est pour ça que le texte s'appelle Une pensée pour les Blancs. C'est-à-dire, des fois, on a des pensées pour... Tiens, j'ai une pensée pour les papillons qui vont tous disparaître. C'est des trucs comme ça, quoi. Parce que c'était beau, les papillons. Après, j'aime bien, il a un petit côté en mode, bon... il défend l'idée que c'est juste une pensée qu'il a comme ça, qui n'est pas quelque chose de très intellectualisé, de très théorisé. C'est juste un affect. Ah, les Blancs, quand même, ils avaient rapporté des bons trucs. Ce qui est vrai, je veux dire, les gens, nous, on n'est jamais... L'un des grands dangers, et c'est déjà ce que pointait Fanon, l'un des grands dangers de l'anticolonialisme et du décolonial, ce serait de faire de l'anti-blanc, de l'anti-européen, de l'anti-occidental bas du front. Et si tu fais de l'anti-occidental et que tes valeurs sont celles opposées à l'Occident, genre tu prends toutes les valeurs occidentales et toi tu as celles qui y sont opposées, tu reproduis le geste occidental, tu reproduis le geste colonial et en fait tu es qu'en miroir avec aussi la reproduction de la binarité. Ce qui est vraiment décolonial, c'est plutôt de voir quelque chose de vivant, quelque chose qui se nourrit de tout, quelque chose qui vit et qui se nourrit de toutes les influences. Et dans l'Occident, je suis désolé, il y a des choses qui sont bien. La modernité n'est pas à tout rejeter. Il y a des choses sur lesquelles il y a des apports de la modernité qu'il faut garder. Aller dans un truc anti-tout, c'est quelque chose de puéril et de débile. Je veux dire, nous, et d'ailleurs le reproche avec la philosophie des Lumières, c'est pas l'idée de liberté, l'idée de déclaration des droits de l'homme. C'est l'hypocrisie qu'il y a eu là-dedans. L'hypocrisie qu'il y a eu là-dedans et l'européanocentrisme, le blancocentrisme, l'occidentalocentrisme. Mais il faut rappeler que, je veux dire, les gens, Haïti a été notamment inspiré par la déclaration des droits de l'homme.
Et je dis notamment parce que c'est pas seulement la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme qui a provoqué la révolution à Tahiti. Elle était déjà en germe. Mais ça a été aussi un des apports qui a permis la révolution à Haïti, qui a permis à ces esclaves de se révolter à Haïti. Et aussi, Haïti a aussi influencé la Révolution française. Hein. Allez lire le livre de Marc Bellissa, la Révolution française et les colonies. Et il montre l'aller-retour et l'influence entre ce qui se passe dans les colonies, la révolte des esclaves, la révolte des non-blancs, et Marc Bellissa, merci, et la Révolution française. Ça se nourrit tous les deux. Mais voilà, je veux dire, et même le problème d'Haïti, c'est qu'ils ont pris trop au sérieux la Déclaration des droits de l'homme. Donc pour moi, je ne suis pas du tout en mode anti-occidental, bas du front, tout est à rejeter. Bien sûr que, je veux dire, le marxisme, on n'est pas en train de rejeter tout le marxisme. Je veux dire, le décolonial n'est pas anti-marxiste. Le décolonial cherche juste à combler des angles morts du marxisme et à élargir cette pensée. Et ça aussi, c'est l'histoire de l'humanité. Je veux dire, il va émerger petit à petit des pensées qui vont montrer que même nous, les décoloniaux, on n'a pas tout compris. Il y a des choses qu'on a mis de côté. Et même, il y a l'évolution du monde qui va faire qu'il va falloir avoir d'autres angles d'analyse pour comprendre les sociétés futures, pour comprendre les nouvelles dynamiques. Et encore heureux. Je fais très long, en fait, sur ce React. Je suis désolé. J'espère qu'il ne va pas m'engueuler, Bégodo. Je sais que parfois, il regarde des Reacts. Salut François, je te salue d'ailleurs. Mais bon, ils vont disparaître. Bon, comme plein de trucs. Alors, dans la mesure du possible, je vais peut-être essayer de préserver ce que je trouvais bien dans les papillons. Et je vais essayer, moi, de préserver ce que je trouve bien dans la culture occidentale. J'aimerais bien qu'on écoute encore de la musique classique allemande dans un siècle. J'aimerais bien qu'on continue à lire Molière. Ça me plairait bien, parce que moi, j'aime beaucoup tout ça. Moi, ça, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, par exemple, ça, c'est une réflexion. Je m'en fous un peu de savoir ce que vont écouter les gens dans 100 ans. Les gens, dans 100 ans, vont écouter ce qu'ils aiment. Je pense pas que la musique que j'aime est celle qu'il faut absolument écouter dans 100 ans. Mais après, et je pense que d'ailleurs, il faut pas. Je pense que tout le monde, tous les artistes vont s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé. Et il y a un livre, je sais plus dans quel livre il y a ça, mais c'est Kropotkin qui explique que, en fait, il ne doit pas avoir de propriété intellectuelle ou de propriété artistique sur les productions artistiques ou savantes des humains, parce que toutes les inventions, que ce soit les inventions scientifiques ou les inventions culturelles, les inventions artistiques, sont liées avec ce qui a déjà été fait. Je veux dire, ce qu'on produit aujourd'hui, que ce soit dans l'art ou dans la science, n'aurait jamais pu être produit sans ce qui a été produit dans le passé. Et je pense que et ça, dans l'art, c'est très important. Les musiques dans 100 ans seront, qu'on le veuille ou non, influencées par ce qui a déjà été fait. Mais après, dans 100 ans, les gens écoutent ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Alors ça, c'est le dernier de mes soucis de me dire j'espère que dans 100 ans, on écoutera du rap. Non, j'espère que dans 100 ans, les gens pourront écouter et produire artistiquement ce qui leur plaît. Et surtout, j'espère que dans 100 ans, les gens seront libres de créer comme ils le souhaitent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais je pense que ce texte est beaucoup trop subtil pour circuler sur les réseaux. Non, Après, je pense. Alors, Bégodo, ton texte, il n'est pas subtil. Je pense que les gens sont des connards et que tout le monde, que ce soit à gauche comme à droite, hein, là, je vise tout le monde. Hein. Tout le monde est dans des réactions un peu puériles et essaye de trouver le drama. Et donc, vous avoir toujours le mauvais soupçon sur chaque écrit, sur chaque propos. Et les gens aiment trop s'indigner pour tout et n'importe quoi. Ils sont trop casse-couilles. C'est pas que ton texte, il est trop subtil, c'est que les gens sont des casse-couilles. pour dire les choses. Vous avez réussi d'une certaine manière, parce que finalement, il y a eu une petite touche de provocation, mais ça fait partie aussi de l'écriture. Et finalement, vous avez réussi à lever une réflexion. Mais même quand les gens vocifèrent et hurlent, ça ne signifie pas que le contenu dans leur fort intérieur ne soit pas passé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi une réaction excessive à une prise de conscience de ce que vous dites. Moi, je me dis à la rigueur. Merci beaucoup, Almirage. Merci pour ton abonnement. Que ce texte peut avoir aussi. Moi, je pensais pas mal en l'écrivant à mes copains racisés antiracistes. C'est nous. C'est nous. François, fais-moi un petit signe. Mets un petit commentaire sur YouTube. Mets un petit truc si. Est-ce que je suis ton copain, François? Arrête. Ah, j'ai envie d'être. Viens, on est potes. Viens, on est potes. Allez, on ne vous traîne pas assez ensemble. Viens, on est potes.
On est potes à la compote. En plus, nous deux, on se drogue pas, donc on a des points communs. Ouais. Ouais, mes camarades racisés, bon, je dis racisés, moi j'aime bien ce mot, hein, après on y adhère ou pas. Oui, ça, on s'en fout, racisé. Moi, c'est bon, on a dépassé les débats racisés, pas racisés. Utilisez les termes que vous voulez, je m'en bats les steaks. J'y pensais parce que je leur disais, mais c'est pas mal de témoigner de l'intérieur de ce que c'est qu'un blanc qui a une rêverie un peu comme ça, nostalgique sur sa propre identité, culture, civilisation. Enfin, tous ces mots sont très très sujets à caution. Je pense que c'est et donc je pense que ça permet aussi de comprendre. Comprenez, chers amis, chers camarades racisés, antiracistes, comprenez que ça puisse titiller des petits blancs comme moi que qu'il y ait tant de noirs en équipe de France. Mais franchement, attendez, parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment l'idée d'aller voir les affects des Blancs et d'essayer de comprendre pourquoi, tu sais, pour un normie de classe populaire blanche, il y a quand même un pincement de cœur avec tout l'idée, tout le mythe Ah, c'est national qu'on leur a super. mis en tête. Merci beaucoup, Makalakam, pour les 300 bits. Voilà, tous les mythes nationaux qu'on leur a mis en tête, tout cet éloge de la civilisation occidentale, et l'idée que là, c'est vraiment la supériorité culturelle, que ce soit au niveau de la musique, de la culture, et même, c'est un peu cet attachement à une certaine culture populaire. Je veux dire, on est quand même l'une des sphères de l'antiracisme. On a le plus une approche empathique par rapport à ça, on est d'accord. Je veux dire, Ouria Boutelja même se fait sans cesse attaquer par une part de l'antiracisme politique, justement parce qu'elle accorderait trop d'importance à essayer de comprendre les affects blancs. Moi, alors, je ne sais pas s'il parlait de nous, François Bégodeau, mais est-ce que c'est pas un peu injuste comme critique? Parce qu'on est quand même ceux qui sont le plus dans l'idée de, bon, allez, on comprend que pour les Blancs, il y a un attachement sur cette blanchité, surtout pour les Blancs de classe populaire, où le seul capital qu'ils ont vraiment à mettre en avant, et cette manière, le seul capital sur lequel ils peuvent investir pour se sentir supérieurs, c'est la blanchité. On est quand même ceux qui allons le plus sur ce terrain-là, quand même. Tu peux pas nous faire cette critique-là, François. Nous, on comprend, on peut comprendre. Et après, on est comme toi. On comprend ce sentiment, mais on ne pense pas pour autant qu'il faut défendre ce sentiment ou qu'il faut lutter pour préserver ce sentiment. On le comprend, mais on pense que c'est quelque chose qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ce chauvinisme pour mais même, et c'est même pas, et pour, je veux dire, moi, il y a une phrase que je trouve extraordinaire de Ouria, c'est l'idée de faire en sorte que la victoire de l'Algérie contre le colonialisme français ou la victoire du Vietnam contre le colonialisme français, ce ne soit plus une défaite pour les Français, ce soit une victoire. Tu te rends compte la perspective qu'on ouvre et aussi de se dire que ah mais je veux pas seulement dire moi c'est pas seulement la culture française à défendre, c'est aussi toute la culture humaine. Je veux dire de faire soi, de se sentir légitime et de se sentir aussi hérité de toute la production humaine, ça ouvre des perspectives de ouf, quoi. Et de se dire, juste la transformation de « Ah, mais en fait, l'Algérie, c'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est quelque chose sur lequel je peux revendiquer. C'est quelque chose sur lequel je peux être fier. Heureusement que l'Algérie a gagné contre la France parce que c'est un combat pour l'humanité. Heureusement que le Vietnam a gagné. Ah, c'est dommage que les natifs américains ont perdu. Ah, je veux dire, tu t'ouvres à l'humanité. Tu t'ouvres vraiment à une richesse de vision, de produits culturels, de manière de voir le monde qui est extrêmement riche. Et je trouve que justement, les Blancs ont des choses à gagner là-dedans, à quitter ce côté très restrictif, pardon, j'arrive même plus à parler, mais je trouve très limité de je suis blanc, je dois consommer blanc, vraiment notre culture à nous. Non, ouvre-toi. Ouvre-toi et apprends qu'en plus, ta culture blanche, elle n'est pas si blanche que ça. Ton français, ton langage, dire quel est le meilleur symbole que le produit de la créolisation, produit des mélanges, que le français, que le langage, que la langue, qui est le produit de toutes les rencontres, de tous les mélanges. Quand on regarde l'Assemblée nationale, on se dit qu'elle n'est pas représentative, et à juste raison, de la France, que ce soit sociologiquement ou que ce soit culturellement. Et donc finalement, votre réflexion, c'est un peu aussi la même chose vis-à-vis de l'équipe nationale de football. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est. Bon, je dis par ailleurs que moi, évidemment, le tableau esthétique que je préférerais pour une équipe de France de foot, ça serait 3 Arabes, 3 Noirs, 4 Blancs. Ou Ah, il va établir des quotas pour l'équipe de France. Non, non. Moi, mon seul
Mais attends, parce qu'en plus, là, c'est contradictoire, mon petit Bégodeau. Attends, je vais essayer de te prendre un petit peu, je vais essayer de te choper un peu. T'aimes l'Espagne? Oui, il y a Espagne-France, c'est plutôt du côté de l'Espagne parce que ça pratique un bon football. Par contre, sur la France, plutôt que de sélectionner juste les meilleurs footballeurs pour pratiquer le meilleur football, là, il faudrait un quota, genre 3 Arabes, 3 Noirs et 4 Blancs. Trois noirs, cinq arabes, trois blancs. Je veux dire, je veux pas faire de hiérarchie. Donc moi j'aime assez ça. En plus, je pense qu'il y aurait un effet de complémentarité peut-être footballistique si on Arrête, creuse. arrête. Non, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, non, on va pas aller là-dessus. Non, on prend les meilleurs footballeurs et puis c'est tout. Même à la rigueur, pas forcément les meilleurs footballeurs, mais tu vois, tu as un joueur qui peut être extraordinaire, mais qui, avec tel collectif, ne matche pas. Mais tu prends la meilleure équipe. Je m'en bats les couilles de ton quota de merde, là. Un peu, mais ça, je vais dans un terrain un peu douteux. Et donc, moi, ça me plairait bien. Donc, oui, oui, je pense que je, on devrait avoir la même gêne devant des assemblées purement blanches, notamment, qui sont souvent d'ailleurs des assemblées de pouvoir. Dans les lieux de pouvoir, ils sont quand même très, très largement blanco-blanc. Mais je pense que Et c'est sans pas mal. prolétaires. Attends, mais attends, on doit pas avoir la même gêne devant l'Assemblée nationale qui est composée à majorité de blancs, mais surtout, pour moi, le vrai souci, parce qu'après, on a un pays à majorité de blancs, c'est-à-dire à la rigueur, tu vois, mais surtout à majorité de classe supérieure et bourgeoise. Et surtout, le problème, c'est que l'Assemblée nationale, c'est un lieu de pouvoir. Je veux dire, et je rappelle que l'équipe de France, c'est un truc où il y a la méritocratie qui est appliquée. Ce sont les meilleurs footballeurs qui sont sélectionnés en équipe de France. T'es bon, t'es sélectionné. Noir, blanc, jaune, orange, ce que tu veux. Tu es bon, tu es sélectionné. C'est quoi cette comparaison entre l'équipe de France et l'Assemblée nationale où c'est une sphère de pouvoir et qu'on voit que pour se faire élire, c'est pas du tout la méritocratie qui est appliquée, c'est l'accès aux médias, l'argent pour avoir pour mener ta campagne, l'argent pour avoir des militants. C'est vraiment inégal. Si le NPA fait moins de scores que En Marche, c'est pas parce qu'ils méritent moins. C'est parce qu'ils ont moins de moyens, ils ont moins accès au pouvoir, ils ont moins accès aux lieux de pouvoir, ils ont moins accès aux institutions, ils ont moins accès aux médias. Voilà, oui, je m'énerve, je suis premier degré. Oui, je suis trop premier degré, il m'a énervé, François. Il m'a énervé. Hein, il n'y a pas de prolétaires. Tout à fait. Mais si on veut lutter d'ailleurs contre les affects identitaires ou la crispation identitaire du moment, ou, ou si on veut essayer de dialoguer avec les jeunes droitards, les jeunes gens, les jeunes des petits blancs un peu apeurés là en ce moment, je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps. Moi, je suis pas pour les comprendre absolument, hein. Je pense que quand même il y a un moment ils émettent de la violence et on n'est pas obligé de les chouchouter. Mais Moi, je suis totalement d'accord avec ça, hein. Moi, je veux bien qu'il y ait de l'empathie et qu'il y ait de la compréhension, mais justement, pour pas avoir une figure paternaliste, pour pas avoir une position paternaliste, il faut pas les traiter comme des enfants. C'est aussi des adultes qui peuvent comprendre que quand tu es raciste, tu es raciste. Je veux dire, moi, un ouvrier qui est raciste, je lui dis, bah, gros, là, ta position est raciste. Je veux dire, on va pas faire du paternalisme en mode, oh, le pauvre et tout. Et ça, c'est une vraie position fraternelle. De dire, gros, là, tu es en train de déconner. je pense que c'est pas mal de temps en temps de comprendre certaines micro-crispations qu'il peut y avoir dans le corps social. Et donc oui, moi je suis sûr que je suis pas le seul. En fait, devant une équipe de France noire, enfin à très haute dominante noire, je pense qu'il y a 10% de gros raslards, mais je pense qu'il y a tout un pan de la population beaucoup plus pacifique, beaucoup plus serein, et qui juste est un peu titillé de dire «Oh bah, c'est quand même dommage qu'on aimerait bien que trois blancs». Truc, Moi, je suis d'accord avec toi, il faut comprendre ses affects. Mais comprendre, ça ne veut pas dire les légitimer. Toi, en fait, le problème que j'ai avec cette vidéo, c'est presque que j'ai l'impression qu'il se dit presque, ah, ils ont un petit peu raison de penser ça. Ou c'est un peu normal de penser ça. Moi, je peux comprendre pourquoi ils en viennent à penser ça. Mais justement, je comprends parce qu'ils ont grandi dans une société profondément raciste qui a donné l'idée que être français, c'est être blanc. La France est fondamentalement blanche. Et donc, une équipe de France composée à 80% de noirs, ce n'est plus une équipe 100% française. Mais ça, autant je peux le comprendre parce que c'est produit par tout le discours raciste, qui a une représentation raciale de ce que c'est l'identité française, autant je ne vais pas la justifier. Parce que même du point de vue républicain, tu pourrais dire, mais en fait, c'est des citoyens français. Voilà, je veux dire, même si tu sais, tu peux retourner le truc contre eux en disant, mais si tu es vraiment français, tu ne vois que des Français ici, tu ne vois pas que des Noirs.
Donc moi, il y a un peu un truc en mode, ok, François, on comprend, mais il y a quand même un truc à pas trop dépasser en mode, oui, bon, faut pas non plus se dire que c'est normal de penser ça. Je comprends pourquoi ils pensent ça dans une société structurellement raciste, mais ça va pas plus loin. Ah bah, oui, quand même, c'est bizarre parce que ça correspond pas à notre population. Voilà. Donc je Oui, pense que c'est pas c'est représentatif, quoi, tout simplement, ouais, hein. C'est la c'est question de la représentatif. représentativité. Absolument. Oui, mais attends, ça, c'est dû aussi à comment ça se passe dans le monde du foot. Est-ce que les gens qui vont faire du foot sont représentatifs de la société française? Je ne pense pas non plus. Parce que là, en fait, pour lui, il y a un scandale en mode l'équipe de France n'est pas représentative de la société française. Oui, mais est-ce que les gens qui pratiquent le foot sont représentatifs de la société française? Je crois pas. Je ne sais pas si tu as des statistiques sur ça, mais rien qu'en termes de classe, je pense que c'est plus les classes populaires qui vont jouer au foot que les classes supérieures. Et il faut voir aussi le Parlement non plus. Oui, non, mais il en a déjà parlé. Mais ça, le problème, c'est de faire un parallèle entre l'équipe de France et le foot et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, normalement, a vocation à être représentative de la société française. Normalement, l'équipe de foot, non. L'équipe de foot, tu prends les meilleurs joueurs de foot. Et les meilleurs joueurs de foot viennent en fait de ceux qui font du foot. Et qui fait du foot, je ne pense pas qu'on ait la même représentation de les gens qui pratiquent du foot en club et la société française. Non, tout à fait. Et puis voilà. Bon, je pense qu'il faut savoir analyser ces jeunes. Mais de la même façon que je pense que on est un bon militant anti-islamophobe si on comprend que ma mère, qui ne politisera jamais sa position, qui ne la publicisera jamais et qui ne montrera aucune agressivité vis-à-vis d'aucune minorité, mais ma mère est toujours un peu gênée par le port du voile islamique. Oui, je sais, mais ça d'ailleurs, les gens, je vous ai déjà dit plein de fois, hein. Ça, je vous ai déjà dit. Mais en fait, il nous fait des critiques. Moi, c'est ça qui m'agace. Alors, je veux dire, ce qui m'agace vraiment chez Bégodeau, c'est parfois, il nous fait des critiques. Genre, frère, on a l'impression que tu nous fais découvrir l'eau tiède, quoi. Tu nous fais des critiques sur des choses qu'on dit depuis des années. Les gens, combien de fois vous m'avez entendu dire, oui, bah ma mère, elle a épousé un musulman, elle a des enfants musulmans, elle va voter à gauche et parfois, bah, elle a un peu du mal avec le voile, mais ça va pas plus loin que ça. J'ai déjà entendu plusieurs fois ma mère dire, ah, quand même, le voile, c'est dommage, mais c'est tout. Et après, elle laisse les gens. Mais on le comprend, ça. En fait, ça m'agace un petit peu. Ça m'agace un petit peu qu'il soit là en mode essayer de comprendre ça. Mais on le fait déjà. On t'a pas attendu, François. On n'a pas attendu que François arrive et nous dise vous devriez le comprendre. Frère, c'est plutôt nous, on a des choses à t'apprendre sur. Je pense que même sur les affects blancs, et je le dis sincèrement, je pense que même sur les affects blancs, on a des choses à t'apprendre. Je pense que je connais mieux les petits blancs beaufs que toi. Déjà, rien que de par ma famille. Je sais pas, toi, quel est ton environnement social, qui sont les gens que tu fréquentes et tout, mais il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à qui? C'est qui? Il parlait de ses camarades racisés antiracistes. C'est qui? C'est qui? C'est qui les gens? Quand il parle, dans cet entretien, il a parlé de ses camarades et de ses amis militants antiracistes. C'est qui? Dites-moi, c'est qui discute souvent avec lui, qui l'invite et tout? Non, mais c'est PDH. Je pense que c'est PDH et c'est l'antiracisme politique plutôt de notre camp. Parce que les autres, ils le détestent de toute façon. L'autre bord de l'antiracisme politique ne veulent pas parler avec lui. Ma mère, prof de gauche, très très antiraciste, absolument irréprochable sur ces questions-là depuis toujours, et ben elle a quand même toujours, elle qui vient de l'oppression catholique vendéenne, elle a encore un petit, même toujours raciste, absolument irréprochable sur ces questions-là depuis toujours. Mais ça, je suis d'accord, hein, moi, mais c'est tout le truc. On n'attend pas. Mais d'ailleurs, les gens, ça date de 2005. Je crois que ça date. Non, c'est pas 2005, je crois que c'est 2010. 2010, il y a déjà une vidéo de Ouria Boutelja et de Bouamama qui dit on s'en fout que les gens soient racistes. On s'en fout que les gens n'aiment pas les Arabes. On le dit depuis 20 ans, ça. Il y a un moment donné, il faut nous rendre justice, quoi. On le dit déjà, on ne va pas chercher à changer le cœur des gens, quoi. On le sait. On le sait et on ne cherche pas à ce que les gens soient des totalement antiracistes, soient des Malcolm X. On le comprend. On comprend ses attachements, on comprend ses affects. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est le combat politique. Et donc, moi, j'ai déjà pris 150 fois mon exemple personnel, celui de ma mère. Je m'en fous de savoir que ma mère, parfois, elle est un peu gênée quand les gens portent le voile. Vous voyez, ma mère, elle a un peu du mal avec les gens qui portent le voile. Pourtant, elle a épousé un musulman, elle a des enfants musulmans et même sa fille porte le voile. Voilà.
et elle vote à gauche, elle va voter Mélenchon. Ça nous suffit. Ça nous convient à 100%. Ma mère est une camarade. Quand bien même, elle a un petit... Et je comprends, et j'ai déjà dit 150 fois, je comprends même les féministes comme Christine Delphi ou d'autres, même des féministes radicales qui ont un peu du mal avec le voile. Mais qui pourtant, même en ayant un petit peu du mal avec le voile, sont en mode hey, je me bats pour que les femmes puissent porter le voile si elles le souhaitent. Je le comprends totalement. Je comprends les affects, je comprends certaines postures théoriques pour lesquelles, quand même, le voile, c'est pas ouf. Il n'y a pas de souci. Tant que politiquement, tu te bats pour que les femmes puissent faire comme elles le souhaitent, il n'y a pas de souci. Elle a encore un petit pincement quand elle croise une femme voilée. Mais jamais ma mère n'ira emmerder une femme voilée. Jamais elle soutiendra les lois qui stigmatisent les femmes voilées. Mais comme je peux totalement... Mais j'ai déjà dit ça aussi avec Mélenchon. On l'a déjà dit avec Mélenchon. Et on l'a déjà dit avec, tu vois, Jean-Marc Schiappa. Jean-Marc Schiappa, c'est un gars de la libre pensée. C'est un pro-laïque de ouf et tout. C'est un révolutionnaire athée. Je suis persuadé que pour Jean-Marc Schiappa, l'islam, c'est de la connerie. Je m'en bats les couilles. Je sais que Jean-Marc Schiappa, il est à côté des luttes antiracistes pour dire hey, moi, je suis avec mes camarades musulmans. Ce sont mes camarades, ce sont mes frères. Quand bien même, je pense qu'il dit que c'est de la merde l'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme. Je m'en fous. Et c'est ça même la cohabitation et le vivre ensemble. C'est accepter de cohabiter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ta manière de vivre, mais de se dire qu'on doit vivre à égalité et faire en sorte de cohabiter ensemble avec une égalité sociale. Voilà. Bigre. C'est pas du tout le sujet. Mais c'est toujours intéressant de comprendre par quels affects sont traversés nos compatriotes, les gens avec qui on cohabite, parce que ça permet de mieux les connaître et ça permet aussi d'ajuster peut-être nos pratiques politiques ou nos discours. Merci. D'accord. Bon, après, voilà, moi, je suis pas choqué par ce que dit Bégodeau. Moi, je vous ai dit, le seul truc qui m'agace, c'est un petit peu le côté... il veut nous faire la leçon sur des choses qu'on dit déjà, qu'on est déjà en train d'explorer depuis des années. Presque, j'ai envie de lui dire, t'es un peu en retard, François. Sur ces réflexions-là, tu as un peu du retard sur l'antiracisme politique. Je t'invite à aller lire les articles du Pire et tout. On le sait déjà. Mais je trouve ça totalement débile. Les critiques qui se prend autant par les fachos que par une gauche un peu pipou qui est un peu choquée par ce que dit François sur les affects racistes qu'on a un peu tous et qu'il faut essayer d'avoir une approche compréhensive qui n'est pas une approche qui légitime, une approche compréhensible pour comprendre d'où viennent ces affects racistes. Voilà. Moi, je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord aussi avec lui sur l'idée mais ne l'écoutez pas seulement, allez le lire. Et donc, allez lire ce livre Psychologie qui a provoqué ce scandale. Et il est plutôt cool. C'est pas le meilleur livre de Bégodeau, mais c'est un livre très sympa. Il se lit très facilement, c'est plein de petits textes et tout. Allez le lire, c'est cool. Bref, conclusion. Oui, il y a trop de noirs en équipe de France. Non, merde, attendez. Je refais ma conclusion. Non, je ne suis pas d'accord avec Bégodeau. C'est pas qu'il y a trop de noirs en équipe de France, c'est qu'il n'y a pas assez d'arabes en équipe de France. C'est ça le vrai débat. Rendez nos arabes en équipe de France, en fait. Très bonne conclusion, non ?